merci Benjamin d'être là. Benjamin, en fait, j'ai eu la chance de le rencontrer au moment où effectivement je cherchais les intervenants pour le congrès de Corse. Et suite à cette rencontre, en fait, on avait pas mal échangé, et notamment sur le fait que tout ce qui était enquête de climat scolaire était intéressant pour pouvoir travailler sur la gouvernance des établissements. Donc à l'époque à l'ECM, et puis invité par suite à la visite d'accompagnement de l'ECM, a vraiment invité à mettre en place de la recherche. On a lancé un groupe de recherche avec Benjamin sur climat scolaire et gouvernance des établissements, qui a démarré maintenant il y a 4 ans, 3 ans, voilà, 3 ans, parce que c'était juste avant, on a eu 1 an pour préparer les questionnaires d'enquête de climat, et puis après, le moment où on devait passer les enquêtes a commencé avec le Covid. Voilà, donc les choses ont pris un petit peu de retard, mais elles se sont menées. Et donc du coup, ce groupe de recherche qui a travaillé, a préparé ces enquêtes de climat avec Benjamin, qui a travaillé avec le laboratoire qui pilote, doit maintenant poursuivre son travail, donc l'équipe de l'ECM, sur l'analyse de tout ça en termes de gouvernance. Et en fait, Benjamin va nous présenter ce matin les conclusions de ce travail-là. Merci beaucoup, je te laisse la parole. Merci Nathalie, bonjour à toutes et tous. Effectivement, quand on a vu que c'était à Montrouge, j'étais quand même un peu déçu. D'autres repères, je me suis dit, voilà, à chaque fois, la Corse, peut-être que la prochaine fois, ce sera la Nouvelle-Calédonie, que sais-je. Mais nous sommes à Montrouge et puis nous sommes en présentiel, et je dois vous dire, sans doute comme à vous, que c'est très agréable. J'ai fait une conférence cet été, en fin d'été, en présentiel aussi, et de retrouver du monde et de l'interaction, c'est quand même autre chose, voilà, que nos fameuses visios. Donc effectivement, Nathalie l'a dit, c'est un projet qui remonte à 3 ans. On avait eu cette idée de mettre en place des enquêtes de climat scolaire et auprès des élèves et auprès des personnels de l'enseignement catholique. On a revu un petit peu nos ambitions, puisque Nathalie l'a bien expliqué, on avait calé 42 établissements scolaires au mois de mars et avril 2020. On peut dire qu'on avait eu une intuition assez forte, donc il a fallu revoir tout ça, on a reconfiguré tout ça. Vous savez mieux que moi la situation des établissements, on a été un peu plus raisonnable dans l'échantillon, mais on a réussi quand même à travailler pour avoir aujourd'hui un échantillon intéressant sur primaire, collège auprès des élèves, un échantillon intéressant, je vais vous présenter en détail ensuite, auprès des personnels du premier degré. Second degré, on est moins au complet, il va falloir qu'on renforce ça, on n'a pas pu atteindre nos objectifs sur personnel second degré et sur lycée. Là, au niveau des répondants, on a eu finalement très peu d'établissements, en tout cas pas assez pour faire un échantillon national. En revanche, sur les enquêtes collège et primaire, là, on peut se positionner sur un échantillon national. Juste rappeler quelques éléments, parce que certains, effectivement, dans le mythe corse, certains ont déjà beaucoup travaillé sur ces questions de climat scolaire, mais comme tout le monde n'a pas eu la chance d'y aller, je veux juste donner quelques points de repère sur le climat scolaire et comment on l'a travaillé dans le groupe, pour ne pas partir sur des confusions, en particulier sur la confusion classique autour de cette notion qui a été très à la mode, climat, bien-être. Le climat scolaire n'est pas le bien-être à l'école, même si le bien-être à l'école participe du climat scolaire. Donc juste quelques éléments là-dessus, un petit peu académique, je m'en excuse, et après on passera vraiment au vif. Une définition qui nous a servi à ce groupe pour travailler, c'est celle-ci, en rouge. Le climat scolaire reflète le jugement qu'ont les parents, les éducateurs et les élèves de leur expérience de la vie et du travail au sein de l'école. Si je le dis autrement, là, pour qu'on ait bien ça en tête sur comment on va parler de cet enjeu-là du climat scolaire, d'abord, c'est un jugement, donc c'est une donnée subjective, et ça c'est très important, et en particulier quand on travaille avec les chefs d'établissement et les directeurs d'établissement là-dessus, c'est essentiel. Certains nous diront, mais pourtant on fait tellement de choses sur le climat scolaire, c'est pas normal qu'il y ait ces résultats. Oui, mais l'enjeu c'est comment est-ce que c'est perçu, ce climat scolaire. Et c'est ça qui va agir ensuite, y compris sur la réussite à l'école. Donc ça c'est un premier point. Le deuxième point important dans cette définition, c'est que vous voyez qu'il y a un triptyque parents, éducateurs, élèves. On pourrait
l'étendre, et on est en train de le faire aussi aux familles, sur le fait que la perception du climat scolaire se mesure auprès de différentes catégories, de différents groupes sociaux, et en général, il y a des cohérences très fortes entre ces perceptions. Vous n'avez pas d'établissement avec des enseignants qui trouvent le climat scolaire extrêmement positif et des élèves qui le trouvent extrêmement négatif. Il y a des cohérences très fortes entre l'appréciation des différents groupes sociaux qui sont considérés là. Et il faut les prendre dans leur entier pour avoir une mesure du climat scolaire. Ce n'est pas que les élèves, ou que les profs, ou que telle ou telle personne, ou que le directeur d'établissement, par exemple. Et enfin, ces jugements portent sur l'expérience de la vie et du travail au sein de l'école. Et j'insiste là-dessus. Le climat scolaire, ce n'est pas juste le bien-être à l'école, c'est aussi comment est-ce qu'on apprend, comment sont les relations sur les registres d'apprentissage, est-ce que je trouve qu'il y a une ambiance de travail ou pas, etc., etc. Donc le climat scolaire va essayer de mesurer ça, et pour synthétiser un petit peu ce qui est dit là-dessus, le climat scolaire au début est né de travaux qui visaient à prévenir la violence à l'école, mais les recherches récentes, alors récentes, elles commencent à avoir quand même 10-15 ans, un petit peu avant dans le champ anglo-saxon, montrent que le climat scolaire est un enjeu de la réussite des élèves. Si je le dis autrement, plus le climat scolaire est bon, plus les élèves ont des chances d'avoir de bons résultats scolaires. Un élément par rapport à ça, important. Le premier, et vous allez voir que ça sera un petit peu un fil rouge de mon intervention, l'enjeu de la mixité. Si la mixité scolaire ne vous préoccupe pas, alors ne vous préoccupez pas du climat scolaire. Si l'enjeu est de scolariser les élèves qui sont les meilleurs scolairement, alors ne vous souciez pas du climat scolaire. Ils n'ont pas besoin d'un climat scolaire positif pour réussir. Que le climat soit bon ou mauvais, pour les très bons élèves, ils réussiront quand même, quoi qu'il arrive. Ils vivront moins bien leur scolarité, il y aura d'autres effets, mais ça ne se posera pas en termes de réussite à l'école. En revanche, à l'autre bout du spectre, si l'enjeu est la scolarisation d'enfants qui sont plus éloignés de la culture scolaire, alors le poids du climat scolaire est décisif à la réussite de ces élèves-là. En d'autres termes, les élèves les plus éloignés de la culture scolaire auront besoin d'un climat scolaire favorable pour réussir. Sur eux, ça pèse. Sur les autres, ça ne pèse pas. D'accord ? Donc ça, c'est un enjeu fort pour ne pas réduire la question du climat scolaire à un enjeu de prévention des violences ou à une question de bien-être. C'est un petit peu plus compliqué que ça, même si la notion est largement travestie et parfois réduite. Dernier élément, et je l'ai souligné, donc pour que je ne l'oublie pas, le climat scolaire, c'est une condition de la réussite pour les élèves les plus éloignés de l'école ou en contexte de mixité sociale, mais ce n'est qu'une condition de la réussite. À un moment donné, s'il n'y a pas de procédure ou de processus d'apprentissage, le climat scolaire ne suffit pas à faire apprendre. C'est bien une articulation. C'est un détail, mais un détail qui parfois peut avoir son importance. Donc, ça, c'est rapidement les grands points, et cette figure, que vous avez peut-être déjà croisée, elle vient restituer les leviers qui sont identifiés dans la recherche pour l'amélioration du climat scolaire. Quand on se dit, à partir des définitions qu'on a vues, ok, mais à l'échelle d'un établissement, comment j'améliore le climat scolaire, sur quoi je peux travailler, la synthèse de la recherche, c'est ces 7 points-là. Dans ces 7 points-là, il y en a 2 qui se détachent, ça ne va pas vous surprendre non plus. Le premier, c'est la stratégie d'équipe. C'est ça qui pèse le plus sur le climat scolaire. Est-ce qu'il y a une stabilité des équipes? Est-ce qu'on peut travailler les uns avec les autres? Est-ce qu'il y a une adhésion au projet d'établissement? Est-ce qu'il y a des conflits interpersonnels qui viennent saper finalement la dynamique collective, etc., etc. Ça pèse très lourd sur le climat scolaire. C'est ce qui pèse nettement le plus lourd au regard de tous les autres facteurs éventuellement. Le deuxième élément le plus déterminant, c'est la question de la justice scolaire. Quelle est la perception par les familles, par les élèves, par les enseignants de la justice scolaire? La justice scolaire, on peut la prendre sous 2 angles. Le premier angle classique, sanction-punition. Et là,
on a des établissements dans l'enseignement catholique qui ne ratent pas les élèves sur la question des sanctions et des punitions. Ça ne rigole pas, je dirais. Même si c'est très inégal d'un établissement à l'autre, on verra. Et deux, la justice des notes ou plus largement le rapport à l'évaluation. Est-ce que mon travail est reconnu à la hauteur de ma mobilisation pour parvenir à tel ou tel résultat? Justice scolaire, on est sur ces deux aspects-là. Sanction-punition, mais aussi travail. Ok? Et ensuite, les autres piliers sont à peu près équidistants dans la manière avec laquelle ils influencent le climat scolaire, à savoir pédagogie et coopération, donc quelles sont les formes de pédagogie et de coopération mises en place dans le dispositif de chaque établissement ou de chaque école, ça pèse sur le climat. Est-ce qu'il y a des dispositifs de prévention et de prise en charge des violences et du harcèlement? Qu'en est-il du registre de coéducation, un truc que vous adorez dans l'enseignement catholique, je le sais, relation aux familles? Ça pèse sur le climat scolaire. Quel est l'état de la relation famille? Pratique partenariale, comment est-ce qu'on travaille avec d'autres à l'extérieur de l'établissement? C'est pas le partenariat à l'intérieur de l'établissement, ça c'est les équipes, c'est bien à l'extérieur. Et enfin, qualité de vie à l'école, c'est tout ce qui a trait à l'architecture scolaire, à la gestion des flux, par exemple, une entrée ou une sortie de cantine, pour ne prendre que cet exemple. Voilà. Ça, ce sont les facteurs d'amélioration ou au contraire de détérioration du climat scolaire. Donc on parle de là. Et les enquêtes qu'on a mises en place, elles cherchent à mesurer ça. Pour dire à la fin, le climat, il est comme ci ou il est comme ça. Il évolue comme ci ou comme ça. Ça va sur ça? Il y a des questions? Moi je passe vraiment au résultat de l'enquête. C'est clair? Ok. Alors, sur la démarche Clisco, juste là aussi rappeler que l'un des enjeux, c'était de s'appuyer sur les apports de la recherche scientifique là-dessus. On n'est pas parti de rien. On a mis en place avec Le Barbieux une grosse enquête de climat scolaire en 2013. Il y avait 28 000 répondants de l'enseignement privé sous contrat et de l'enseignement public. C'était un point de départ. Le Barbieux, avec qui j'ai longtemps travaillé, avait mis en place depuis la fin des années 90 en France des enquêtes de climat scolaire auprès des élèves. Et on s'est appuyé sur ces dynamiques-là pour travailler sur un questionnaire qu'on a fait nous, dans le cadre d'un groupe où il y avait des personnels de différentes régions, de différents statuts. On ne va pas reprendre la litanie des statuts, mais il y avait à peu près tout le monde qui était représenté. Je pense qu'on contrôle. Enseignants, chefs d'établissement, chargés de mission, formateurs. Et avec donc un nouveau questionnaire mis en place pour les élèves, pour les personnels. C'est important, c'est pas que les enseignants, c'est les personnels qui sont interrogés, qui sont visés dans ces enquêtes, avec des enjeux de gouvernance et de pilotage assez clairement identifiés. Quelque chose qui était important pour nous, c'était d'être ancré sur le terrain et d'avoir un lien avec les établissements participants qui soit assez fort pour que ça serve aussi au pilotage des établissements et qu'on puisse aussi, par le biais de cette enquête, expérimenter de l'accompagnement par la recherche dans le pilotage et la gouvernance des établissements. Et donc, les établissements qui ont participé ont chacun eu un petit rapport sur mesure pour chaque établissement, reprenant les données établissements comparées à l'échantillon national enseignement public, les données élèves, quand elles étaient disponibles, et c'était rare, les données personnelles, et quelles sont les forces importantes de l'établissement, les difficultés qui sont identifiées. D'accord? Ça, c'est vraiment important dans la démarche qu'on a eue, aussi d'accompagnement et de restitution auprès des personnes. Je vais un peu vite là-dessus, juste sachez que l'échantillon, c'est un échantillon représentatif qu'on a redressé à partir de 9 établissements depuis 14 collèges enquêtés. Au final, on a 3651 collégiens dans l'échantillon qui est présenté. Sur les écoles, on a 574 élèves qui sont représentés, 342 personnels du premier degré, 212 du second degré, sachant que sur les personnels du second degré, on est parti d'un échantillon plus large, mais qu'on a recomposé pour coller au mieux à la représentation de l'enseignement catholique. Mais ce n'est pas un échantillon assez fort. Je suis clair là-dessus.
les données que je vais présenter aujourd'hui sont beaucoup plus des données élèves, éventuellement personnel premier degré, personnel second degré, on n'a pas eu assez de répondants, en particulier du fait de la crise, les établissements nous disant là c'est un peu dur de demander d'insister auprès des personnels qui sont entre leurs tablettes et les contraintes multiples pour répondre à l'enquête. On comprend parfaitement. Donc ça, il faut voir cette limite-là. Alors, donc dans les résultats, je vais vous présenter climat général. Ensuite, je vais prendre quelques exemples, mais focus sur quelques points. Le rapport définitif, il est à la maquette, donc il sera disponible dans le courant du mois, il sera remis à l'ECN fin septembre. Il sera beaucoup plus détaillé que ce que je peux dire là. C'est un rapport qui fait près de 200 pages. Vous comprenez que je prends des extraits et des points de focus un peu forts. On commence par ce qui va bien. Comme ça, on se met bien. Et après, on voit des choses qui, en tout cas, c'est pas que ça va pas, mais peuvent interpeller, ils peuvent questionner. Sur la dimension de climat général d'abord, alors les tableaux verts, ce sera toujours des tableaux école primaire. Je vais distinguer comme ça pour ne pas écrire à chaque fois et que ce soit lisible pour vous. Il va y avoir beaucoup de chiffres, ne vous embêtez pas sur les chiffres. Moi, je suis obligé de mettre les chiffres derrière moi, comme ça, si vous voulez m'embêter, vous pouvez dire oui, mais parce qu'il y a 49,8, je ne sais pas pourquoi vous dites ça. Et vous avez grand droit. Mais il va y avoir beaucoup de chiffres. Donc moi, je vous donne les illustrations et je vous donne les conclusions plutôt autour de ça à chaque fois. Très massivement, quels que soient les modes de comptabilité qu'on a, les élèves vont bien dans les établissements de l'enseignement catholique. Vont même très bien. Les différentes variables du climat scolaire sont en général très satisfaisantes. Elles ne sont pas juste satisfaisantes, elles sont très satisfaisantes. On verra qu'on a des différences d'un établissement à l'autre, mais globalement parlant, une force quand même là, c'est ce bien-être. C'est pas exceptionnel non plus parce que les données qu'on a nationales montrent aussi en général des élèves très satisfaits à hauteur de 90%. Donc, vous savez, la litanie sur l'école dans laquelle les élèves n'aiment plus aller, qui déclinent, etc., etc., dans les enquêtes, et c'est une constante depuis les années 2000, on ne mesure pas du tout ça. Globalement, on mesure un climat scolaire très favorable, et sur les registres bien-être, des choses très favorables aussi. Vous voyez là, on a globalement sur le collège, plus de 90% des élèves qui ont une appréciation très positive en termes de bien-être. Et si je rentre dans des considérations un petit peu plus techniques, vous allez voir que c'est tout aussi significatif. Vous verrez que plusieurs fois, je vais m'appuyer sur ce qu'on appelle un indice de climat scolaire. Je vous l'ai dit tout à l'heure, le climat, c'est pas que le bien-être, c'est plein d'éléments. L'indice de climat scolaire, il va venir agréger les réponses à 8 questions différentes, de manière à avoir une lecture fine du climat scolaire au regard des aspects définitionnels que je donnais tout à l'heure. Okay. Donc, vous voyez là qu'on a, là encore, près de 95% des élèves qui sont sur des appréciations du climat scolaire, bonnes ou très bonnes. Et là, c'est pas juste, est-ce que t'es bien ou t'es pas bien. Vous avez compris, hein. On agrège un certain nombre de données qui vous sont précisées. Voilà. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il faut oublier les élèves qui sont en bas, c'est-à-dire qui sont sur des perceptions de climat scolaire négatives, plutôt mauvais ou mauvais, autour un peu moins de 6%. Pour ces élèves-là, en général, la scolarité est extrêmement difficile. C'est eux qu'on va retrouver sur les situations de harcèlement, très majoritairement. C'est eux qu'on va retrouver sur les appréciations les plus négatives sur leurs relations aux enseignants. Bref, ce sont ces élèves, et vous voyez 6% ce que ça représente, ça peut faire pas beaucoup statistiquement, ça fait beaucoup numériquement. Mais il faut retenir aussi cette appréciation largement positive du climat. Deuxième élément, là, ce que je vous présente juste avant, la diapo juste avant, c'est quelque chose de général. C'est un des enjeux sur les enquêtes de climat scolaire que de proposer à la fois une vue transversale et une mesure transversale à l'échelle d'un échantillon national du climat, et regarder après, et c'est ça qui nous intéresse particulièrement en termes de pilotage, de gouvernance aussi, ce que ça donne à l'échelle des établissements. Pour interroger une question un peu de fond, et je pense que pour des directeurs diocésains, il y a peut-être un petit enjeu là-dessus,
quel est le poids des politiques d'établissement dans l'amélioration du climat scolaire, la réussite des élèves, etc. etc. C'est ça en fait qu'on va regarder dans ces détails-là. Là, je vous ai mis les 9 collèges qu'on a gardés pour constituer l'échantillon national et les résultats à ces enquêtes de climat scolaire à partir de l'indice qui agrège nos données. Vous voyez assez clairement qu'on a un établissement qui décroche le 3. L'établissement 3, si je regarde seulement la modalité très bonne, l'agrégation des réponses les plus positives, on est nettement en dessous de l'échantillon national, de la moyenne de l'échantillon national, pardon, ou des autres établissements. Quand on dit nettement en dessous, c'est près de moitié moins que le second. Vous voyez ça? À l'inverse, vous voyez les établissements 4 et 5, ils sont nettement au-dessus. Nettement au-dessus. Alors l'établissement numéro 3, c'est l'établissement qui, dans notre échantillon, est situé dans la zone la moins favorisée, qui accueille un nombre d'élèves issus du milieu populaire le plus grand. Et donc on va revenir là-dessus. On va essayer de comprendre ça, comment se fait-il que cet établissement soit plus en difficulté, il y a un certain nombre d'hypothèses, et les résultats sont assez surprenants. A l'inverse, les établissements 4 et 5 sont des établissements dits assez... il y en a un qui est plutôt public, très mixte, un autre qui est plutôt milieu rural, alors pas isolé, parce qu'on a peu de collèges isolés en tant que tels, avec un public assez polarisé, c'est-à-dire qu'on a soit des enfants très privilégiés, soit des enfants plutôt issus du milieu populaire. On a peu au milieu. Ok ? Ce que ça veut dire très concrètement, mais ce qui est donné de la recherche maintenant depuis longtemps, c'est que le milieu social ne suffit pas du tout à dire ce qu'il en est de l'appréciation du climat scolaire. Vous avez des établissements qui accueillent des élèves très privilégiés, qui vont avoir un climat scolaire très dégradé. Vous avez des établissements qui accueillent des élèves plutôt défavorisés, qui vont avoir un climat scolaire très défavorisé, aussi, très défavorable, pardon. Mais il y a des constantes là qu'il faut pouvoir interroger. Mais il n'y a pas de fatalisme sociologique en termes de climat scolaire. Ce que ça veut dire par rapport à ça, c'est que les politiques éducatives pèsent quand même lourdement. Surtout dans l'enseignement catholique plus qu'ailleurs. Pourquoi ? Pourquoi les politiques éducatives, les politiques d'établissement pèsent plus dans l'enseignement catholique que si je compare avec du public? Parce qu'on prend en compte l'aspect éducation plus largement. La sectorisation. Quoi d'autre comme hypothèse? Le choix des familles. Et là, vous me donnez tous les aspects réguliers de ce qui fonde l'enseignement catholique. Et c'est une vision autiste de l'effet escompté. Moi, je suis plus prosaïque que ça. Hein. Vous voyez, c'est pour ça que je pose des questions. Ça me permet de raccrocher ceux qui font semblant d'écouter, qui font leur métier d'élève parfaitement, très attentifs, qui se prennent certaines de mes affirmations. La question, c'est, là, on a une variété sociologique. Je ne suis pas rentré dans le détail, je me suis dit que ce n'était pas le sujet, mais en tout cas, ce qu'on montre là, et ce qu'on imaginait déjà, c'est qu'il n'y a pas de lien direct entre le milieu social d'origine des établissements et l'appréciation du climat scolaire, même si là, celui qui est le plus défavorable, c'est un établissement qui accueille des publics plutôt défavorisés. Mais ça ne suffit pas à dire pourquoi c'est défavorable. On va revenir là-dessus. Comment se fait-il que, ce qu'on voit du coup par rapport à ça, c'est que les politiques d'établissement sont très inférentes en termes de climat scolaire, et plus encore dans l'enseignement catholique que dans l'enseignement public. Comment ça se fait? Repensez à nos facteurs là, nos 7 piliers. Qu'est-ce que c'est qui pèse fortement, qui fait que dans l'enseignement catholique, il y a un élément... Exactement. C'est la stabilité des équipes. En fait, comme on a un socle d'équipes qui est souvent beaucoup plus constant que comparativement au public
en particulier sur les établissements qui accueillent des publics mixtes ou défavorisés, alors le poids de la politique d'établissement pèse plus parce que la constante des équipes est plus forte. Par contre, à l'inverse, dans les établissements où ça va pas bien souvent malgré une grande stabilité des équipes et des conflits interpersonnels bien installés, bien longs, certains qui ne peuvent plus se voir depuis 25 ans, mais qui doivent continuer à se voir malgré tout. Heureusement, dans l'enseignement catholique, tout le monde s'aime, donc ça permet d'être un peu sécure de ce côté. Là, il y a pas, vous voyez l'enjeu et vous comprenez pourquoi ça pèse encore plus. C'est-à-dire que, je vais le dire comme ça un peu vite, c'est un raccourci que je prends. Un des défis majeurs pour l'école française en général, c'est comment elle arrive à stabiliser les équipes, en particulier dans les établissements les plus défavorisés. Aucun ministre n'y est parvenu, il n'y a pas vraiment de politique décisive là-dessus, il y a eu quelques déclarations à l'emporte-pièce régulièrement, mais c'est un enjeu assez fort. Quand on regarde comparativement aux pays européens, on est assez en retard là-dessus, et on est le seul pays quand même du monde qui avons réussi à mettre les enseignants les plus jeunes dans les établissements les plus compliqués. Le problème n'étant pas qu'ils soient jeunes, le problème étant qu'ils n'y restent pas. D'accord? Donc ça, on a ce terreau-là. L'enseignement catholique a moins cette difficulté-là. Cette question-là de la stabilisation des équipes est moins forte que dans d'autres. Du coup, la manière avec laquelle peut s'épandre et se développer une politique d'établissement, vous comprenez, c'est assez logique, hein, n'est pas du tout ancrée de la même manière dans un établissement où il y a une continuité des équipes, ou dans celle où on est dans un renouvellement constant, à 2 ans, 3 ans, de plus ou moins 50% de l'équipe. C'est très différent. Donc, les politiques locales pèsent fortement là-dessus. Du côté des personnels, on a aussi, et je le dis dans les limites de l'échantillon, je ne vais pas le répéter à chaque fois, mais en tout cas, on avait fait des pré-tests avec des échantillons plus larges qui montraient déjà ça. Globalement, il y a une satisfaction forte en termes de climat scolaire, que ce soit dans le premier ou dans le second degré, même si on a une proportion de personnel, et en particulier d'enseignants du premier degré, qui font part de leur insatisfaction, qui monte, ou en tout cas qui est notable. Alors quand je dis qui monte, c'est comparativement aux enquêtes nationales qui étaient disponibles auparavant. Et là, c'est aussi dans un certain nombre de recherches plus qualitatives qu'on peut mener autour de ces questions. Il y a un enjeu là sur ce que j'appellerais une secondarisation des problèmes dans le premier degré. C'est-à-dire des choses qui, auparavant, avec une vision du premier degré un petit peu familiale, des écoles qui fonctionnent tranquillement, là on voit monter, par exemple, des inquiétudes très fortes de la part des directeurs et des directrices d'école, qui ne se trouvent pas assez reconnus, pas assez soutenus par l'institution, par le diocèse, etc. Des problèmes interpersonnels forts qui étaient plutôt l'apanage et la réserve des profs certifiés, qui étaient nettement plus en conflit, d'après les enquêtes, que ce qu'on avait dans le premier degré. C'est plus vrai, ça se rapproche beaucoup sur la manière de vivre l'école. Bon, vous voyez, je ne vais pas faire. Donc globalement, l'appréciation du climat scolaire reste quand même très favorable, et elle reste beaucoup plus favorable dans l'enseignement catholique qu'elle ne l'est dans l'enseignement public, même s'il faut être un peu prudent sur ces comparaisons un peu rapides, parce qu'il y a des types d'établissements là aussi qui ne sont pas tout à fait comparables, mais globalement parlant, on voit là qu'en termes de climat scolaire, on a des appréciations plutôt positives. Ce qui fait la force là-dessus et ce qui fait pencher la balance en fait du côté favorable, c'est pas la perception de la qualité du travail, c'est pas la perception du projet pédagogique, c'est pas la perception de l'accompagnement individuel, de choses comme ça, c'est la dimension relationnelle. Très clairement, c'est ça qui marque vraiment le glissement là sur des perceptions positives du climat, que ce soit auprès des adultes, que ce soit auprès des enfants. Là, vous les avez par rapport à l'appréciation par les élèves des relations sur différents registres, entre les élèves enseignants, élèves direction, élèves vie scolaire, etc. Vous voyez que c'est assez homogène et que ça reste assez largement favorable. Même si là, on monte quand même autour d'une quinzaine de pourcents d'élèves qui apprécient
les relations plus défavorablement. Là aussi, à l'échelle d'un établissement, 15%, c'est pas tout à fait un détail. Hein. C'est là aussi ceux qu'on va retrouver systématiquement, là pour le coup, sur le harcèlement. Ça, je reviendrai. Ok ? Donc, ce qui fait le climat scolaire positif, c'est très largement la qualité relationnelle, qui est identifiée dans beaucoup d'établissements. A l'inverse, quand ça ne va pas dans certains établissements, c'est là-dessus que ça pèse très fort. Et les différentiels, là, sont extrêmement forts. J'ai pas le temps. Juste, je vous le dis, vous verrez dans le rapport, je fais un teasing. Les professeurs principaux sont très importants. Projet d'établissement. Adhésion au projet d'établissement. Dans le premier degré, il y a une adhésion massive au projet d'établissement qui est rencontré. Et il y a un certain nombre de registres qu'on a interrogés, et ça c'est vraiment typique sur l'enquête enseignement catholique. On a interrogé aussi les personnels sur, donc là c'est les résultats premier degré, les personnels sur ce qui faisait que d'après eux, les familles inscrivaient leurs enfants dans cet établissement, ce qui faisait d'après eux la force du projet de cet établissement, etc. etc., etc. À ma grande surprise, ce qui revient d'abord et avant tout, très, très largement, c'est le bien-être. Le fait que les parents inscrivent les enfants, non pas par rapport aux résultats, non pas par rapport à une recherche d'excellence, non pas par rapport à des enjeux d'implantation géographique ou des choses comme ça, mais pour les parents, pour les enseignants, pardon, c'est massivement la question du bien-être qui apparaît en premier. Leur adhésion au projet d'établissement de la même manière, qu'est-ce qui vient en premier lieu? C'est bien-être, bienveillance, etc. Très sincèrement, je ne m'attendais pas du tout à ces résultats, en tout cas pas dans ces proportions-là. Vous voyez qu'on a 71%, enfin plus de 71% qui disent que c'est le bien-être, et ensuite, c'est les résultats scolaires, mais c'est 48% qui viennent. Donc on est très en dessous. Hein. Donc c'est des proportions là qui sont très fortement différentes. Alors, c'est quelque chose qui fait écho aussi à ce qu'on observe plus largement dans le champ de l'éducation, d'une transformation du rapport à l'école, de la demande aussi des familles, d'une individualisation de plus en plus forte de la chose scolaire, et de cette attention à des registres plutôt tournés vers l'individu que la dynamique collective, si je le dis un peu rapidement. C'est le succès constant qui monte doucement du homeschooling, l'école à la maison. Là, on n'aura plus de contraintes institutionnelles, on va travailler sur ce dont mon enfant a besoin par rapport à son bien-être, à son écoute, à tout ça. Ça peut paraître un peu marginal, mais ça monte très très régulièrement. Il y a un basculement là avec le Covid aussi. On n'a pas encore les chiffres définitifs, mais on sait que ça augmente plus fortement. Il ne faut pas perdre de vue qu'il y a des pays où ces enjeux d'école à la maison ont pris des proportions très fortes, où c'est 20-25% en certains États américains d'enfants qui sont scolarisés à la maison. Et pourtant, ça a commencé par 1 ou 2% pour regarder de manière un peu lointaine. Juste ce que je veux dire par là, et c'est ça qui est intéressant sur ces questions-là, c'est qu'on voit poindre cet enjeu-là de la manière avec laquelle on positionne les enfants dans la sphère scolaire et éducative. Et où le registre du résultat ou de la socialisation scolaire n'est plus forcément celui qui semble le mieux correspondre aux attentes des familles. Et donc ça pose la question de l'institution. Est-ce que l'école rentre dans ce jeu-là, ou est-ce que l'école, en tant qu'institution, défend d'autres visions, ou compose avec ces visions différentes? C'est pas un détail. Hein. Sans doute que sur l'école du XXIe siècle, et cette école qui est largement démocratisée maintenant, et en tout cas massifiée, plus que démocratisée, ça pose des vrais enjeux. C'est pour ça que j'insiste un peu là, ça peut sembler un peu à côté, mais vous voyez, quand on parle de signaux faibles de la transformation de l'école et du paysage de l'école, ça en est un sacré point. Que des profs considèrent que la première marque qui fait l'adhésion des familles à l'établissement, c'est comment ils perçoivent son bien-être. Je
suis pas sûr que la même question il y a 10 ans ait donné la même réponse. Vous voyez? Vous voyez aussi, je vais mis juste quelques illustrations, mais dans le rapport c'est très développé, que majoritairement, dans le premier degré, les enseignants considèrent, et là oui c'est une extraction enseignant, considèrent qu'ils ont un pouvoir d'agir dans l'établissement qui est relativement reconnu. C'est extrêmement différent de ce qu'on a dans le public pour le coup. Là, il y a une force encore très ancrée sur le relationnel qui est tout à fait significative. Moi, je ne sais pas bien l'expliquer. Je suis surpris de l'ampleur des résultats positifs là-dessus. Par contre, le pendant de ça, et vous le verrez dans le rapport aussi, si vous ne lisez pas avec tout ce que je dis, c'est que quand ça ne va pas bien du tout. C'est-à-dire que ça polarise beaucoup. Et on a soit des établissements où ça va très bien, les gens sont heureux de vivre, et on a envie de prendre Heidi et une guitare, et de chanter et tout ça, et d'autres où ça devient du coup d'autant plus invivable qu'ils souffrent d'autant plus de la comparaison. Vous voyez? Ça c'est important. C'est-à-dire que du coup des conflits qui ailleurs pourraient être mineurs prennent des proportions peut-être très très fortes, y compris parce que l'environnement est censé être plus sécurisé. Je le dis comme ça avec des grands guillemets, mais vous voyez l'idée. Donc on a généralement un degré d'adhésion assez fort, hein, c'est plutôt oui, par exemple adhésion au projet d'établissement, près de 90% des enseignants du premier degré qui disent adhérer au projet de leur établissement, c'est pas tout à fait un détail. Alors après, pareil, si on rentre dans le détail, on se rend compte qu'en général, si on a un établissement, on va avoir un ou deux qui adhèrent pas du tout. Mais alors, pas du tout quoi. Second degré, l'échantillon est trop faible, on ne peut pas tirer les conclusions. Mais vous voyez? Par contre, il y a un enjeu qui revient et dans les questionnaires, et dans les restitutions qu'on a fait en direct, et dans les aspects plus qualitatifs, qui est la question de la sélection pour l'inscription des élèves. On avait volontairement posé la question de manière un peu abrupte. Vous voyez que quand on demande, là c'est juste la question, hein, c'est pas un traitement statistique supplémentaire, dans votre établissement, vous direz que la sélection pour l'inscription des élèves est, pas de réponse, il y a quand même 10% de l'échantillon, c'est une des réponses sur lesquelles il y a le plus de non-réponses dans le questionnaire. Pas forte, plutôt pas forte, plutôt forte, forte, il n'y a pas de sélection. Plus de la moitié de l'échantillon considère effectivement qu'il n'y a pas de sélection. Quand on croise avec les indicateurs sociodémographiques, ce sont les établissements où il y a le plus d'élèves issus de milieux favorisés qui déclarent, dans lesquels les enseignants déclarent le plus qu'il n'y a pas de sélection. La sélection est naturelle. C'est darwiniste. Il n'y a pas de sélection, mais on a 84% de CSP+. Moi je dis bravo. Bon, blague à part, là il y a un petit sujet, y compris dans ce que ça dit de la perception des enseignants. Ils ne sont pas à l'aise du tout avec ça. Ils ne sont pas à l'aise du tout avec ça. Plus de la moitié, je rajoute 10% en tirant un peu, statistiquement ça ne vaut pas, hein, je le dis quand même, ça fait quasiment les 2/3 des enseignants qui disent pas de sélection. Alors, effectivement, il y a des établissements où il n'y a pas de sélection, et quand on regarde vraiment, hein, plus le milieu social est privilégié, moins il y a de sélection. Et à l'inverse, des écoles de milieu rural où il n'y a qu'un établissement, une école, pour le coup pas un collège, une école sans offre publique à proximité, bon, il y a un petit peu de sélection quand même. Vous voyez? Ça, c'est un marqueur là qui est fort et qu'on mesure surtout par l'ampleur de ces réponses-là. Si c'était 15-20, moi je m'attendais à 15-20%. Hein, c'est ce qu'on s'était dit dans le groupe, où il y aura un peu de pudeur par rapport à ça. Il y en a beaucoup. Alors, troisième gros point, plus
on constate des effets établissement qui sont fortement différenciés et plus différenciés dans le premier degré que dans le second degré. Si je le dis autrement, j'ai une homogénéité beaucoup plus forte dans le second degré que je n'en ai dans le premier degré. J'ai des modes de pilotage beaucoup plus en proximité dans le second degré que je ne les ai dans le premier degré. Dans le premier degré, j'ai des directeurs d'établissement, d'école, directrices d'école, qui vont dire je suis tout seul, de toute façon le diocèse, alors eux, quand on les appelle, jamais personne, ou alors ils viennent, font leur petite tournée, quelques grands sourires et merci, au revoir. Ce qui est très différent du rapport des enseignants du premier degré qui vont vivre la hiérarchie comme une hiérarchie oppressive, en disant les inspecteurs nous tapent dessus, de toute façon on ne fait jamais rien. Là c'est pas ça, les réponses et les discours ne sont pas ceux-là. C'est l'institution, la tutelle est bien gentille, elle est gentille, mais en attendant nos problèmes on reste avec quoi. Donc un sentiment d'isolement beaucoup plus fort qu'on ne ressent pas dans le second degré. Clairement, dans le second degré, on a un discours sur le pilotage, sur la direction, sur la gouvernance même, qui va dire voilà, on est ici, on est comme ça, qui est très marqué. Comment ça se voit très concrètement ça? Là, vous avez nos écoles primaires avec l'indice de climat scolaire de tout à l'heure. Et on a fait une représentation schématique de ça. Alors, même les anciens profs de lettres, vous pouvez comprendre, personne ne panique. D'accord? Pour ce qui va arriver, parce que je le sais, alors, voilà. En fait, c'est simple. Vous savez, il faut toujours vous méfier des statisticiens qui se la racontent en mettant des chiffres et des figures. En général, c'est que c'est très simple, mais qu'il faut montrer les muscles. Bon, là, le seul enjeu, c'est juste la représentation schématique. Là, plus vous êtes de ce côté-là, plus l'appréciation du climat scolaire est négative. Plus vous êtes là, plus l'appréciation du climat scolaire est positive. On a ici des marqueurs et on va se soucier que de ça. On ne fait pas le vertical parce que là, les profs de lettres, je les perds. Donc on reste sur l'horizontal. Ok? Donc, on a à chaque fois nos écoles qui sont positionnées. Plus elles sont en proximité avec ça, les points rouges, plus elles sont proches de ça dans l'appréciation du climat scolaire par les élèves. Okay, donc ça veut dire que là, par exemple, 1 et 3, on est proche de bon, là aussi. Là, on est plus proche de bon, là, très bon. On a des établissements qui sont dans l'excellent. Et plutôt mauvais, on n'en a pas dans le premier degré, c'est ce qui est cohérent avec ce qu'on a vu avant. On n'a pas d'appréciation majoritaire négative, mais vous voyez quand même, il y a un différentiel qui est fort. Et on a une répartition comme ça qui est assez forte. Quel que soit le mode de comptabilité, qu'on le fasse par établissement, qu'on le fasse par ce qu'on appelle des nuages d'élèves, etc., ça marche pareil. C'est-à-dire que ça montre une certaine volatilité. Vous avez une répartition qui est assez forte, même s'il n'y a pas de négatif, je redis. On n'est pas dans une situation où on aurait des établissements très négatifs. Mais malgré tout, dans le positif et le très positif, vous voyez qu'il y a une variation forte. Si je fais la même chose avec mes établissements collèges, vous voyez comme c'est ramassé? Alors il n'y a pas de trucage d'échelle, c'est la même échelle qui est utilisée. Mais vous voyez comme c'est beaucoup plus concentré. C'est-à-dire qu'on va avoir une grosse majorité de nos élèves oui, on va rassembler là, quelques-uns là, et un groupe de collèges en difficulté là. Vous voyez? Donc, on a effectivement deux extrémités, mais on en a beaucoup plus qui sont dans le centre. Si je reviens sur ma première figure, de primaire, vous voyez comme c'est beaucoup plus volatile. Et en fait, l'axe vertical, il sert à mesurer ce qu'on appelle des écarts à la variance, c'est-à-dire des différences au sein même des échantillons. Les différences sont beaucoup plus fortes que ce qu'on a sur les collèges. Vous voyez? Donc, conclusion, on a une appréciation du climat scolaire qui, même si elle est favorable, même si elle est positive, etc., dans le premier degré, témoigne
d'une dispersion beaucoup plus forte, et l'hypothèse que l'on formule, c'est que cette dispersion est assez largement liée aussi aux modes de pilotage locaux qui sont beaucoup plus différenciés et isolés dans le premier degré qu'ils ne le sont que dans le second. Par exemple, quelque chose qui revient massivement pour les enseignants, les directeurs, directrices d'école, c'est on n'a pas de formation. On n'a pas assez de formation. C'est massif. Comparativement aux directions du second degré, c'est pas vécu du tout pareil. Vous voyez ça? Ça vous surprend ou ça ne vous surprend pas ça? Si, la relation famille est très différente entre le premier et le second degré, mais malgré tout, là quand on regarde, la relation famille n'est pas très détériorée dans le premier degré. C'est pas ça qui fait basculer. Ce qui fait basculer, c'est vraiment les relations intra-équipe, c'est la relation à la tutelle et c'est comment je me vis moi dans mon pilotage. Et en gros, si je le dis un peu vite, il faudrait le dire avec plus de finesse, mais on a des retours de directeurs, directrices premier degré qui disent on bricole. On bricole, on fait ce qu'on peut, on bricole sur le pilotage. On a des chefs d'établissement, les directeurs et directrices d'établissement second degré, qui disent nous on est bons. Nous, on est bons, on incarne l'établissement, on incarne une politique éducative locale. La tutelle, tout ça, c'est bien gentil, mais en attendant, on fait ce qu'on veut. Et en plus, on est bon. Vous voyez, c'est pas du tout, je caricature, hein, je force un petit peu le trait. Mais l'idée, c'est ça, quoi. Donc il y a un sentiment, et puis, bon, le classique que vous connaissez par cœur, la hiérarchie entre le premier degré, le second degré, la maternelle, l'élémentaire, etc. Et en fait, ça accentue encore ce sentiment. Mais je trouve que c'est important, cet enjeu-là, je ne sais pas si vous percevez ou pas sur vos terrains, mais moi je l'ai beaucoup entendu, y compris sur les restitutions qu'on a faites. On a fait des restitutions dans tous les établissements qui ont été enquêtés sur ceux qui n'ont pas répondu. Et c'est quelque chose d'assez massif dans le premier degré. Et c'est pas véhément, c'est pas quelque chose qui va être agressif, ou c'est un état de fait, c'est une bricole, quoi. On fait ce qu'on peut. Benjamin, est-ce que vous faites une corrélation éventuellement entre le fait que dans le second degré, un chef d'établissement est chef d'établissement, accessoirement il donne quelques heures de cours, très souvent même ce sont des présences devant les élèves qui vont se être de la paix ou des choses comme ça, alors que dans le premier degré, de façon quand même beaucoup plus massive, on a affaire à des structures d'établissement qui font du chef d'établissement, qui n'est parfois encore qu'un directeur d'école, parce qu'il n'a pas fait le chemin vers la notion de chef d'établissement, je crois qu'il y a de ça aussi, et surtout il est polyclash, c'est-à-dire qu'on a le schéma classique de la petite école rurale, dans laquelle on va avoir, en général, une jeune femme qui va être 100% de son temps épouse et mère de famille, 100% de son temps enseignante et 100% de son temps chef d'établissement. Donc, quelle est l'expression, je dirais, d'une complexité à porter la mission, ne m'apparaît personnellement pas surprenant. Donc est-ce que vous avez pu établir ce lien-là entre la mission, quelque part, du pilotage et justement cette capacité à peser aussi sur la structuration d'une équipe et le projet de l'équipe? Je vais même peut-être aller un peu plus loin, c'est-à-dire qu'à mon sens et dans les retours qu'on a, le statut de pilote n'est pas revendiqué. C'est-à-dire que je vais reprendre l'expression d'un directeur d'école, d'une école, et je crois que c'est très juste, qui disait, moi de toute manière je me suis rendu compte qu'il y avait un problème, le jour où j'ai réalisé que je passais toujours 10 à 15 minutes à m'excuser de devoir prendre des décisions auprès de mes collègues, à chacune de nos réunions. Et ça, je pense que c'est un enjeu fort. Donc moi je ne suis pas prescripteur, donc je ne dis pas il faudrait faire ci, il faudrait faire ça. En revanche, ce qu'on identifie bien, c'est que la manière avec laquelle se vit la question du pilotage à l'échelon local est en rupture, je vais utiliser le terme, est en rupture très forte entre le premier et le second degré. Parce qu'en plus, dans le second degré, j'ai envie de dire, on surjoue presque la direction et le pilotage. Dans l'incarnation, et à l'inverse, dans le premier degré, on s'en excuse. Donc ça renvoie effectivement à
à des choix structurels, à des cultures professionnelles, à des histoires, évidemment. Mais là, ça se voit fortement. Alors, un petit point. J'essaie de finir en 10 minutes. Il y a plein de choses dans ce rapport, vous devriez le dire. Pas pouvoir tout dire. Ah, ça. Alors, du côté des victimations, les questions de harcèlement en particulier. Est-ce qu'il y a du harcèlement ou pas? Oui, il y a du harcèlement. Si on prend l'échantillon national, on peut considérer que les victimations, dans notre classification, je ne vais pas rentrer dans le détail, alors juste un point de méthode qui est important sur les questions de harcèlement. Si vous demandez aux élèves est-ce que tu es harcelé, vous aurez 0,002% d'élèves qui vous diront je suis harcelé. Une des caractéristiques des élèves harcelés, c'est de dire qu'ils ne sont pas harcelés. Certains que vous avez pu croiser dans votre bureau quand vous étiez chef d'établissement, à l'époque, vous voyez bien de qui je veux parler, vous voyez qu'il est harcelé, vous recevez le gamin, vous recevez la famille, le gamin dit je ne suis pas harcelé. C'est une caractéristique forte des situations de harcèlement. Donc, comment on fait pour mesurer ça? On demande aux élèves qu'est-ce qu'ils ont subi comme violence, avec quelle intensité, jamais une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois ou plus. On mesure ensuite ces intensités comparativement à la moyenne des réponses par ailleurs, ce qui nous permet de faire l'hypothèse d'un certain nombre d'élèves qui sont harcelés. Ces élèves qui sont harcelés, ils ont des niveaux de victimation nettement au-dessus des autres et surtout très répétés. Et des victimations croisées, que ce soit physiques ou psychologiques, pour aller vite. Là aussi, on pourra en parler que de ça pendant 2 heures, mais pour aller vite, c'est ça l'idée. Donc les élèves qui sont sur les victimations répétées, ou très répétées, là j'ai pris le collège, mais on a un peu plus en primaire, on est sur 4, 5, 1, 4, ça nous fait autour de 6%. C'est dans la moyenne basse, parce que la moyenne en général c'est 8 à 12% sur les échantillons nationaux. On considère que les politiques publiques se sont calées là-dessus. 8 à 12% des élèves sont harcelés à l'école. Là aussi, il y a une variabilité assez forte d'un établissement à l'autre. Par contre, ce qu'on sait, c'est que plus le climat scolaire est favorable dans l'établissement, moins il y a de harcèlement. Ça, c'est la balance la plus forte. Tous les programmes mesurés en long, en large et en travers sur ces questions de harcèlement montrent ça. Si on veut réduire le harcèlement dans un établissement scolaire, c'est en améliorant le climat scolaire qu'on le réduit le plus significativement. Parce qu'on prévient les situations de harcèlement, plutôt que de les gérer seulement. Par contre, 2 pistes envisageables pour l'action qui mériteraient des études complémentaires. Une qui est sur le fait que la violence est particulièrement genrée. Les garçons subissent plus que les filles, avec des constructions et des schémas virilistes assez affirmés. Et ils sont renforcés là-dedans, et ça aussi c'est développé dans le rapport, vous pourrez le lire. Ils sont renforcés là-dedans par un registre de sanctions et de punitions très fort. C'est-à-dire que les garçons sont 8 à 10 fois plus punis que les filles, à fait comparable. Parce qu'un garçon, il faut le cadrer, et une fille qui commet des actes de violence ou interdits, en général, c'est plutôt une fille qui a des problèmes dans sa famille. Un garçon, c'est un garçon qui exprime sa virilité. Les registres de sanctions et de punitions sont extrêmement différenciés entre les filles et les garçons. Sauf que du coup, au bout de la chaîne, on se rend compte qu'il y a des garçons qui sont très harcelés et qui sont harcelants aussi. C'est un tiers, hein, et ça c'est pas que dans notre enquête, c'est globalement on retrouve toujours ces mêmes chiffres. Un tiers des élèves harcelés sont par ailleurs harcelants. Donc là on a quelque chose sur ces questions de genre qui sont assez fortes. Le deuxième point, c'est qu'on a toujours dans les situations de harcèlement des situations d'ostracisme fort. Là vous voyez que quand même chez nos collégiens, ce sont 2,6% qui disent être ostracisés régulièrement, 7,1% plutôt souvent. Alors c'est pas ostracisé, hein, on leur demande dans le questionnaire. Je réponds à la question insidieuse tout de suite. Mais vous voyez qu'en termes de volume, ça fait tout de suite quand même beaucoup.
Bon, bah, ça, c'est un marqueur très fort des situations de harcèlement. Et en termes de pilotage, nous, sur les programmes qu'on analyse, qu'on mesure, etc., ceux qui fonctionnent bien, ce sont ceux où cette question-là de l'ostracisation, de la mise à l'écart, est vraiment abordée de manière très frontale. Là aussi, il y aurait d'autres développements, mais je ne peux pas aller plus loin là. Juste, pour finir, maintenant que les forces de l'aide sont rassurées, une dernière figure sur ces situations de harcèlement. Là, vous avez une représentation du nombre de victimations qui sont évaluées. Vous avez 1P, 2P, 4P, 3P, 5P, 8P, etc. D'accord ? Lecture, plus l'école est située sur la droite, plus les victimations sont fréquentes. Ok ? Donc vous voyez qu'il y a une différence forte d'une école à l'autre qui renvoie à ce que je disais tout à l'heure, sur le nombre de victimations. Ce qui est important aussi par rapport à ça, c'est que si on reprend ce même axe et qu'on organise là, victimation très répétée, faible victimation, très faible victimation non victime, là, l'axe que vous avez là, c'est les cyberviolences. Plus vous êtes là, plus il y a des cyberviolences. Plus vous êtes là, moins il y a des cyberviolences. Qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce que vous voyez très clairement ? Ce sont les élèves qui sont les plus victimes en présentiel. Ça, ce sont que les victimations en présentiel. Ce sont ceux-là qui ont aussi et qui subissent le plus de cyberviolence. L'idée selon laquelle la cyberviolence c'est un truc loin, qui ne dépend pas de nous parce que c'est sur des réseaux et que ça n'existe pas vraiment, c'est une idée fausse. Il y a une articulation et en fait un surdéveloppement des violences en présentiel dans l'espace cyber. Vous n'avez pas des gamins qui rentrent à l'école, qui se font tout va bien, et puis quand ils vont sur les réseaux, ils se font pourrir. Non, ils se font pourrir à l'école et sur les réseaux. Par les mêmes, en général. Mais j'insiste un peu là-dessus parce qu'on a vraiment là-dessus, sur cette question de cyberharcèlement, y compris dans certaines politiques publiques là-dessus, cette idée que maintenant c'est le nouvel espace de développement de la violence. Il y a beaucoup moins d'élèves victimes de cyberviolence que d'élèves victimes de violences en présentiel dans les établissements. C'est un rapport de 1 à 6. Par contre, lorsqu'ils sont victimes de violences en ligne, alors il y a un effet démultiplicateur qui donne une audience, une visibilité des violences qui est dévastatrice. Donc c'est pas dire qu'il n'y a pas de problème avec les cyberviolences, c'est dire l'un va avec l'autre. Et l'un renforce l'autre. Ça va ? Alors pour terminer, je vais reprendre l'exemple de notre établissement de tout à l'heure. Vous savez, notre établissement numéro 3 qui est en grande difficulté. Et en le reprenant, j'essaye de vous montrer comment ces questions de climat, en termes de pilotage, peuvent peut-être nous aider. Là, c'est toujours nos histoires de figures. Ce n'est pas le climat scolaire qu'on a repris. C'est des enjeux autour plutôt d'aspects relationnels. Je vais vous le montrer autrement. Voilà, comme ça. Dimension. Je ne sais pas si vous êtes là. Excusez-moi, je me suis mélangé dans mes diapos. Donc, là, on retrouve nos établissements et on retrouve surtout notre établissement 3 qui est très éloigné des autres sur les niveaux de violence, sur le climat scolaire, etc., etc. On va regarder celui-là. Première question, est-ce que finalement, dans cet établissement-là, il y a plus de violence qu'ailleurs? En d'autres termes, est-ce que le décrochage sur la mesure du climat scolaire correspond à un niveau de violence très fort? Repris autrement, comme on est dans un établissement qui accueille plutôt des enfants de milieu populaire, est-ce qu'il y a plus d'enfants
soumis à des violences dans cet établissement que dans les autres. Ce dont on se rend compte, c'est que non. Vous voyez, le pourcentage d'élèves non victimes comparativement aux autres, il est plutôt élevé. On n'est pas dans un établissement, si vous regardez les victimations très répétées, on est à 1%. On est dans le niveau de beaucoup d'autres établissements. L'établissement en 5, non victime, il y en a beaucoup. Le moins, c'est l'établissement 4. Bon, vous voyez, on n'est pas dans le haut du panier. On a quand même un tiers d'élèves là qui ne sont pas victimes. Sur les autres registres, on le voit aussi. Faible victimation, 7,8%. Quand c'est entouré, les cases qui sont entourées, c'est qu'elles sont très significatives statistiquement. Vous voyez que là, c'est très significatif que dans cet établissement-là, il y a une faible victimation. Donc, l'hypothèse qui serait de dire le climat scolaire est détérioré parce qu'on a beaucoup de violence dans cet établissement, parce qu'on a des élèves violents, elle est invalidée. On devrait sinon avoir beaucoup d'élèves qui signalent des violences. Ok? Donc, première hypothèse, on peut faire. Deuxième hypothèse, et là vous voyez qu'on va commencer à s'approcher, quelque chose qui m'a marqué quand on a analysé cet établissement dans le détail, c'est que le sentiment d'appartenance à l'établissement est beaucoup moins fort que dans beaucoup d'autres établissements de notre échantillon. Là, vous le voyez assez clairement. Vous voyez, c'est entouré. Un indice d'appartenance, alors je ne sais pas si vous savez comment on l'a constitué, mais qu'est-ce qui fait que les élèves ont un sentiment d'appartenance fort à l'établissement? Là, un sentiment très fort, vous voyez qu'on est nettement en dessous. Un sentiment faible, vous voyez qu'on est nettement au-dessus des autres. Donc là, on a quelque chose, déjà, sur cet enjeu-là, du sentiment d'appartenance qui, ailleurs, fait la force des établissements. J'insiste là-dessus. Parce que là où ailleurs, il y a vraiment une force qui est affirmée et qui se retrouve chez les élèves. Là, c'est les élèves, c'est pas les profs qui parlent. C'est comment les élèves vivent leur établissement. On voit que ça, c'est un référentiel qui est solide. Pas dans celui-là. Et en fait, si j'en prends d'autres qu'on n'a pas forcément mis dans l'échantillon, on retrouve ça à chaque fois. Les établissements qui sont en difficulté, on n'a pas forcément des établissements à feu et à sang, on a des établissements où les élèves sont beaucoup plus défiants qu'ils ne le sont ailleurs sur le registre de l'adhésion au projet d'établissement ou du sentiment d'appartenance. Donc ça, on commence à avoir une piste d'interprétation. Deuxième piste, la question des punitions. Est-ce que c'est un établissement qui punit plus que les autres, qui fait que les élèves du coup vivraient moins bien l'établissement? Vous voyez que le tableau en haut, le 3, il n'est pas dans les établissements qui punissent le plus, sauf sur une variable qui est importante, celle-ci, 9,2%. Je dis pour ceux qui sont au fond, c'est une exclusion de la classe. C'est très nettement l'établissement qui a, sur ce registre-là d'exclusion de la classe, presque le double de celui qui vient derrière. Donc on voit que là, sur cette question, il y a une difficulté qui est forte et qui est beaucoup plus forte que par rapport à celle des autres établissements. Est-ce que les punitions qui sont données sont justes ou injustes? Là aussi, vous voyez qu'elles sont moins bien vécues qu'ailleurs. Très injustes, ce sont 14,3% des élèves de cet établissement qui considèrent que ces punitions sont injustes. Malgré tout, ce n'est pas un décrochage. C'est-à-dire qu'on est dans les niveaux assez élevés, et vous voyez par ailleurs que si on regarde, on a quand même des volants d'élèves qui sont punis, qui sont significatifs dans l'ensemble des établissements. Par contre, là où on a un décrochage assez fort, c'est sur l'injustice des notes. Et en fait, j'ai pris les notes comme exemple. Mais là où ça décroche fortement, c'est sur tous les aspects et les registres du travail et de la forme scolaire. Vous voyez les chiffres là. Là où l'établissement 5 est un de nos établissements qui sont avec le climat scolaire le plus favorable, qui est un établissement mixte par ailleurs, on a 38,1% des élèves qui trouvent que les notes sont très justes. On a plus que moitié moins dans notre établissement 3. Vous voyez ça? Le décrochage, il est fort. Sur les très injustes, on a 7,6% des élèves de cet établissement qui considèrent que les notes sont très injustes. Et en fait, si on reprend l'ensemble des dispositions,
Les aspects relationnels, tout ça, on les a dans cet établissement. C'est un établissement où les enfants sont plutôt bien, où ils trouvent que les profs sont plutôt sympas, etc., etc. Par contre, sur tous les registres de travail, est-ce que tu penses que tu apprends correctement dans ton établissement? Ils sont beaucoup plus nombreux à dire que non. Sur la justice des notes, sur comment est-ce qu'on t'apprend à apprendre, sur tous ces référentiels-là, en fait, il y a un décrochage. Du coup, la question qui se pose, c'est est-ce que les établissements et les directions là, l'établissement de l'enseignement catholique, savent bien faire avec des élèves qui sont déjà en proximité de la forme scolaire et ne réussissent plus à faire lorsque les élèves sont plus distants de cette forme scolaire? Est-ce que c'est pas un problème de violence là? Bah, la question c'est de l'adaptation de qui en fait? Eh oui. C'est-à-dire que si on attend des élèves qui sont plus éloignés de la culture scolaire, qu'ils aient les mêmes habitudes scolaires que les autres, alors par définition c'est compliqué. Et dans les autres, je redis, on a d'autres établissements qu'on n'a pas mis dans l'échantillon pour garder l'équilibre. Mais quand on regarde ceux qui sont en grande difficulté, c'est là-dessus que ça colle à chaque fois. C'est-à-dire c'est sur comment les élèves vivent la mise au travail. Pour le dire un peu vite. Comment est-ce qu'ils sont accompagnés ou non sur la question de la forme scolaire. Si on veut faire de la mixité, cette question-là, si on la met de côté, on va dans le mur forcément. Parce que les élèves ne savent pas faire. Du coup, les enseignants ne savent pas faire, ou pas assez. Et là, on a des choses où ça se passe pas mal. Vous voyez, hein, je redis, hein, c'est pas un établissement où c'est... Mais comparativement aux autres, le bénéfice qu'il y a sur les autres, on ne le retrouve pas du tout là. Pour terminer, quelques perspectives qu'on s'est données avec le groupe et qu'on doit retravailler. Il y a des choses qui sont encore au travail. L'échantillon personnel, on voudrait pouvoir l'installer, le stabiliser, et ça sans doute que si on veut y aller, il faudra que les directeurs diocésains nous y aident, sinon on n'y arrivera pas, je pense. C'est assez clair. Le seul échelon d'établissement n'est pas suffisant si on veut un échantillon un peu large par rapport à ça. Et donc on puisse faire quelque chose dans le détail. La question que je pose très ouvertement, c'est est-ce que ces outils peuvent devenir des outils d'aide au pilotage pour des établissements en difficulté ou des établissements qui sont configurés sur des aspects de mixité forts? En d'autres termes, là, la démonstration que je viens de vous faire, on l'a faite et on l'a travaillée avec les collègues de l'établissement en question. Et d'un seul coup, ça donne quand même quelques pistes. Y compris, ça rassure sur le fait que les enfants sont pas mal là-bas, mais que par contre, ils trouvent qu'on n'y apprend pas beaucoup, quoi. Et que c'est ça qu'ils attendent beaucoup. Une troisième question qu'on se pose dans le groupe, c'est d'aller vers des enquêtes familles qui permettent de mesurer le climat scolaire des familles dans les établissements. En particulier pour répondre à une question un peu vive sur le terrain que vous connaissez bien. Quid de quelques familles particulièrement investies et parfois qui disent ou qui prônent la représentation collective là où il semble qu'ils soient très marginaux pourtant, mais on ne sait pas bien. Donc avoir des enquêtes à l'échelle de familles représentatives, ça ce serait quand même intéressant. Et on va travailler, ça c'est une demande qu'on a de certains établissements, pour refaire passer des enquêtes pour mesurer les effets post-Covid. On est passé pendant le Covid, est-ce qu'après, un an après, il y a des choses qui ont bougé significativement ou pas? Évidemment, après, il y a un certain nombre de choses qui sont plus transversales sur les enjeux de formation, sur les enjeux de pilotage, sur la valorisation à faire du rapport, sur son appropriation dans le cadre des formations. Reste que là, je vous ai livré donc une analyse un peu rapide, hein, et je m'en excuse, je vais essayer qu'elle soit un petit peu dynamique quand même. Mais vous voyez les points saillants, c'est-à-dire une appréciation du climat scolaire qui est majoritairement très positive, une différenciation forte entre le premier et le second degré dans les modes de gouvernance, dans les modes de pilotage,
des liens forts entre cyberviolence et violence en présentiel qu'il ne faut pas mettre sous le tapis, des établissements avec des profils plutôt qui accueillent majoritairement des élèves issus de milieux populaires plus en difficulté que d'autres, même si certains déjouent le fatalisme sociologique, des enjeux autour de cette question de la sélection qui sont assez ancrés chez les enseignants, et des questions plus largement d'animation de réseau sur ces questions de climat scolaire et d'amélioration locale du climat scolaire, parce que la politique éducative locale peut plus fortement ici qu'elle ne peut ailleurs. Je trouve que c'est pas mal pour finir. Je finis. Voilà, comme ça on a le temps de discuter.